Chers amis de Front Populaire, bonjour. Vous le savez, nous sommes désormais à quelques heures de l'élection présidentielle américaine. C'est l'occasion pour nous de faire un dernier point de situation. Et pour ce faire, nous sommes avec deux observateurs de la vie politique américaine, André Berkoff et Franz-Olivier Gisbert. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je vous présente rapidement André Berkoff, vous êtes journaliste et écrivain, aujourd'hui à Sud Radio. Vous êtes un bon connaisseur de l'Amérique et de Trump notamment, dont vous aviez d'ailleurs annoncé la victoire, on s'en souvient, en 2016. Franz-Olivier Gisbert, vous êtes journaliste et écrivain également, vous êtes directeur éditorial du journal La Provence, vous êtes né aux États-Unis et vous y avez d'ailleurs été grand reporter. Alors, on va commencer par aborder la personnalité des deux candidats, si vous le voulez bien. On sait que presque tout oppose politiquement et sur le plan des personnalités Joe Biden et Donald Trump. Est-ce que vous pensez, messieurs, que ces élections américaines vont se faire sur un choix politique ou sur un choix de tempérament de la part des Américains? Monsieur Berkoff. Écoutez, je crois les deux, mon général. D'abord, c'est évident que tout oppose Trump et Biden. C'est-à-dire que quand on dit que Trump n'est pas du milieu, on rétorque toujours, oui, mais il est multimilliardaire, enfin il l'a été, peut-être il l'est moins aujourd'hui, mania d'immobilier, etc., etc. En fait, c'est clair que c'est que Biden a fait toute sa vie politique à l'intérieur de Washington, à l'intérieur en tout cas de ce qu'on appelle l'establishment, et Trump était en dehors. Donc effectivement, au départ, tous les opposent, et on a bien vu d'ailleurs que dans la manière dont Trump a gouverné l'Amérique ces dernières 4 années et ce qui s'est passé, et la dernière où Biden ne gouvernait pas, il était vice-président, bien sûr, il n'était pas président, avec Barack Obama. Tous les opposent, le tempérament, etc., mais aussi, on l'a vu, effectivement, la manière de mener les affaires américaines. Donc je crois que ça va beaucoup jouer, mais ce qui va encore plus jouer, c'est incontestablement le ressenti des Américains, en tout cas de la majorité des Américains, par rapport aux qualités respectives de chacun. Et on voit très très bien que la mythologie américaine est extrêmement différente de la mythologie française. L'Amérique du type qui veut gagner, du winner, etc., etc. Ça joue énormément dans ce conflit, dans cette joute. Et effectivement, tous les sondages aujourd'hui, enfin les sondages donnent Biden gagnant, mais on voit très 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 bien que rien n'est joué. Donc je crois qu'il y a d'abord un conflit, non pas de tempérament, mais de vision complètement différente de ce que doit être l'Amérique et de ce qu'elle a envie d'être. Franz-Olivier Gisbert, une question plus politique ou plutôt de tempérament pour ces élections américaines? Les deux, je vais répondre pareil, les deux, mais moi je dirais pas mon général, je dirais mon colonel. Parce qu'en fait, si vous voulez, les hommes sont différents, ça c'est absolument évident. Trump, il y a un incontestable charisme. Le charisme, c'est quand je l'ai rencontré, je me souviens, dans les années 80, de loin, hein, je crois que je lui ai à peine serré la main, peut-être. Enfin, bon, il était très entouré. C'était quelqu'un qui n'était pas grand-chose. C'était un promoteur immobilier. Il y avait un réel charisme. C'est quelqu'un, vous voyez, il y avait toujours des gens autour, quoi. Joe Biden, c'est, comme l'a très bien dit André Berkoff, c'est un homme du système complet. C'est-à-dire, j'ai bien connu, alors lui très très bien, parce que comme je suis né dans le Delaware, c'est son État, il était sénateur du Delaware pendant des années. Quand il venait en France, à Paris, l'ambassade des États-Unis m'invitait à bouffer avec. Moi, c'est des sortes de dîners diplomatiques, mais ça date d'il y a 20, 30, 40 ans, vous n'étiez pas né. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup sa compagnie. C'est quelqu'un de très vif, c'était en tout cas quelqu'un de très vite, witty, comme on dit aux États-Unis. Vous savez qu'elle est très vite, très drôle, beaucoup de recul, etc. Et effectivement, un homme du système. Alors, ces deux hommes, c'est vrai que c'est deux façons de gouverner différentes. On voit très bien la façon de gouverner de Joe Biden, ce sera une façon un peu papy, c'est-à-dire, ça rappellera l'époque d'Eisenhower, vous savez, ce vieux général qui a gouverné les États-Unis à la fin des années 50-60. Et c'est le personnage, évidemment, de Trump. Il y a quelque chose d'absolument étrange, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, c'est très bizarre. Et beaucoup de gens du système ne se reconnaissent pas. Et c'est pour ça qu'il y a toujours... même si j'ai tendance à penser que c'est Biden qui va passer, il y a quand même toujours, moi je suis frappé de voir l'espèce de frénésie qu'il y a dans les meetings. En fait, il a vraiment un impact très fort sur l'opinion. Mais, je pense qu'il y a deux hommes et il y a aussi deux politiques.
il y a deux politiques, c'est-à-dire il y a une politique qui est, allez, on avance, on marche. Et puis d'ailleurs, ça a remporté des succès, c'est-à-dire que l'économie américaine, elle se portait bien avant l'arrivée du coronavirus. Et je pense qu'en janvier, quand on faisait les pronostics en janvier, tout le monde disait Trump sera réélu à cause des résultats économiques, puisque les États-Unis, quand même, ils votent pour une personnalité, mais ils votent surtout en fonction des résultats économiques. L'économie flambait, ça allait très bien. Le coronavirus est arrivé, tout s'est cassé la gueule, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a deux politiques. Il y a la politique, allez, on avance, et il y a la politique de Trump qui est une politique plus de redistribution à un moment, effectivement, où les Américains sont... voilà, la situation est compliquée. Et je dirais, sur le fond de tout ça, et ça joue, peut-être, ça joue pour l'un et pour l'autre, il y a quand même le sentiment, et ça c'est très fort aux États-Unis, un sentiment de déclin. Voilà. C'est-à-dire l'Amérique, elle se sent un peu coincée, elle voit monter au firmament la Chine, l'économie chinoise, et bon, il y a sans arrêt de nouveaux développements, la Chine avance, et ça, je crois que ça joue aussi disons, dans la psychologie américaine. Il y a une forme de migraine un peu métaphysique, comme dans notre vieille Europe, c'est-à-dire ils se disent, mais attendez, mais où est-ce qu'on est? Et l'Amérique était la première puissance mondiale, commence à se dire qu'il est encore, sans doute, la première puissance économique mondiale, commence à se dire, il faudra peut-être dire ça bientôt au passé. Alors, messieurs, on se souvient qu'en 2012, vous savez, Hollande avait été élu en partie sur finalement un anti-sarkozysme. Certains observateurs disent aujourd'hui que finalement Biden est un candidat par défaut, qui finalement joue sur comment dire, un espèce de ras-le-bol anti-Trump partiel. Est-ce que vous pensez que cette élection, finalement, c'est un référendum pour ou contre Trump ? Pour ou contre Trump a commencé en 2016. C'était déjà un référendum pour ou contre Trump. Beaucoup plus aujourd'hui. En tout cas, votre comparaison avec Hollande me plaît beaucoup parce que Biden est un Hollande en plus endormi. C'est un Hollande au calmant. Il ne faut pas oublier que quand Franz-Olivier Gisbert rencontrait Biden, c'était à 20-25 ans, il était sûrement witty. Aujourd'hui, soyons clairs, si Biden est élu, Kamala Harris est président dans 6 mois. Et en tout cas, ce ne sera pas lui qui gouverne. On le voit très très bien. Franchement, moi j'ai suivi les meetings, en tout cas la télévision, etc. Et au-delà du charisme, parlons pas des meetings de Trump et des meetings de Biden. C'est amusant. D'un côté, il y a 50 000 personnes. D'un côté, il y a 3 pelés et 2 tondus. Mettons que le Covid y est pour quelque chose. Non, moi je crois que effectivement, quand France dit que l'Amérique se demande si elle est encore une vraie puissance et qu'elle était un peu fatiguée, etc., comme l'Europe, justement, là où Trump est très fort, c'est qu'il leur dit, attendez, l'Amérique doit rester première, l'Amérique va rester première, quel que soit ce qu'on peut penser, ce qu'il donne derrière. Il donne véritablement un espoir, un cap, on va s'en sortir. Tout le problème aujourd'hui des politiques, on le voit très bien en Europe, nous avons quoi aujourd'hui? Nous avons des politiques qui nous disent « Ah écoutez, si vous ne vous confinez pas, vous êtes foutus, c'est fini, c'est la fin, etc. » Et on est dans l'écologie, la politique, la santé punitive. Lui, il dit « Attendez, oui, effectivement, il y a le Covid, etc. Mais on va en sortir, on va faire, et on l'a fait, d'ailleurs, on l'a vu, après le Covid, plus 33% quand même de progression dans le PIB. Plus 33,3% de progression, c'est quand même intéressant. Donc, je ne sais pas ce que seront les résultats, mais c'est évident que vous avez d'un côté quelqu'un qui dit, écoutez, on va y aller, on va s'en sortir, et quelqu'un qui dit, ah non, attendez, là, faut faire attention, nous avons un très rude hiver. Donc, ça va jouer là-dessus, et ça va être très intéressant, mais ils sont de la même génération, hein. Trump et Biden, quoi, ils ont 3 ans de différence, 4 ans de différence, c'est rien. Simplement, il y en a un qui joue totalement, il fait maintenant 5 meetings par jour, il joue totalement sur la dynamique, et l'autre qui joue sur, effectivement, la prudence et attention, nous, on l'a vraiment vous protéger. Je crois qu'il y a je dirais que c'est même plus que de la politique. Il y a un enjeu civilisationnel. Ça a l'air, j'ai l'air d'être excessif, mais je ne crois pas. Il y a vraiment un enjeu civilisationnel, et d'ailleurs qui nous concerne aussi. Est-ce que nous, Europe, on va devenir une espèce d'EHPAD plus ou moins généralisée ou pas? Eh bien, l'Amérique, elle n'est pas dans le même choix, mais quand même, eh bien, je crois que là, il y a vraiment le choix de politique, et on le sent tout le temps dans tous les meetings. On va revenir de toute façon sur les enjeux pour la France et sur l'Europe assez rapidement. Franz-Olivier Gisbert, quand M. Berkoff dit que Joe Biden, c'est François Hollande en plus mou, ça vous va comme portrait ou pas du tout? C'est pas si désagréable pour Biden, en fait, parce que je crois que tout le monde reconnaît que Hollande est quelqu'un de très intelligent et très équilibré. Oui.
Ce qui est le cas de Biden. Il est fin, il est intelligent, mais j'ai pas du tout la même vision parce que je l'ai regardé aussi. Je pense qu'il est effectivement, bon, quand Trump, qui a toujours le goût des formules et qui sont souvent bonnes, d'ailleurs, que l'appelle Biden l'endormi, évidemment, il y a ça, c'est-à-dire il est un peu lent, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il est très habile, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi, avec tous ses handicaps, à écraser ses adversaires dans les primaires démocrates. C'était pas joué d'avance. En plus, on peut dire qu'il se situe quand même très à droite d'un parti démocrate qui est, lui, très, très à gauche. Et c'est ça le problème. Ce sera son problème, d'ailleurs. S'il est élu, à mon avis, ce sera son boulet. Le parti démocrate, enfin, toute l'équipe démocrate qui est quand même, disons, où il y a des tendances indigénistes, etc. Enfin, ça devient très compliqué à gérer, cette boutique. Bon. Alors, de l'autre côté, chez Trump, il y a, je suis désolé, André, mais il y a un côté quand même ridicule et grotesque. Ridicule et grotesque, mais qui était sublimé d'une certaine manière au début de l'année. En tout cas, on le voyait très bien par les résultats économiques qui étaient là. Ça, je suis d'accord. Il y avait des résultats économiques incontestables et même étonnants. Et les Américains, ce ne sont pas des sentimentaux, hein, c'est-à-dire ils votent toujours en fonction des résultats économiques. Et le seul problème, c'est que c'était avant et qu'aujourd'hui, le coronavirus est passé par là, la situation économique est très mauvaise. Comme aux États-Unis, vous savez, quand la situation économique est très mauvaise, on se tourne vers le président. Non, mais André, la situation économique est vous avez vu quand même que je vous vois là. Pardon, le PIB est remonté de 33,3%. Ça, c'est pas... Mais ça, vous faites un bilan global. Mais là, les Américains, ils ne font pas de bilan globaux. Ils voient, vous savez, il y a toujours une histoire qu'il faut retenir. Vous vous souvenez, c'est l'élection entre George Bush père et Bill Clinton. George Bush père était sortant. Hein, et puis, l'économie a recommencé à démarrer. Et la campagne présidentielle s'est déroulée alors que l'économie américaine redémarrait après une période difficile. Bon, et bien George Bush père a perdu alors que tout le monde pensait qu'il serait élu, parce que les Américains, je le répète, ne sont pas sentimentaux, ils votent beaucoup en fonction des résultats économiques. Et les résultats économiques qui pouvaient donner facilement Trump vainqueur au début de l'année, aujourd'hui c'est fini, c'est l'histoire de Perrette et le pot au lait, c'est terminé. Enfin, je ne dis pas qu'il est battu, parce qu'on peut avoir une grosse surprise demain. Une surprise est toujours possible aux États-Unis, et ce ne serait pas la première, il y en a régulièrement. Mais, comment dire, c'est beaucoup plus compliqué pour Trump, à mon avis, qu'en 2016. Oui, mais je crois qu'effectivement, même en parlant de point de vue américain, ce n'est pas nous qui allons voter, évidemment, je crois quand même que Trump, avec tous ses manques, tout ce qu'on veut et tous ses défauts et tout ça, il ne s'agit pas ni de le statufier, ni de l'iconiser. Le problème, c'est qu'encore une fois, moi j'ai été extrêmement frappé, franchement, j'ai écouté Trump, effectivement Biden a tenu le coup. Mais encore une fois, on voit très très bien, et pardon de parler de ça, parce que je remarque que la quasi-totalité des médias français ne disent pas un mot sur ce qui se passe quand même dans la famille Biden. Quand même, on ne peut pas ignorer, même si ça ne va pas jouer dans les élections, je veux dire l'extraordinaire, enfin Watergate à côté du Biden Gate, c'est de la rigolade. Enfin, on dit que c'est son fils, c'est pas lui. Enfin, Hunter Biden avec l'Ukraine, avec la Chine, avec la Russie. Et puis je vais vous dire un truc, Franz. Moi, un type qui a survécu au problème qu'on voulait destituer même avant qu'il soit élu, je veux dire, c'était tout sauf Trump. Rappelez-vous, les républicains, vous le savez très bien, personne n'en voulait. Deuxièmement, trois ans d'enquête de Mueller. D'abord, partout à la Russie, le rapport effectivement payé par Clinton. Deuxièmement, la procédure de destitution d'impeachment qui a duré 2 ans et demi. Après, etc., etc. Ça n'a pas arrêté une minute. Je dis que le type qui quand même résiste à ça, c'est déjà pas mal. Mais deuxièmement et surtout, je crois que ça va jouer là-dessus. Et là, je vous rejoins. Effectivement, les Américains vont dire sur place, quel est le type qui va nous donner le plus. Moi, ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, ça va se jouer sur 2 choses. Est-ce que plus d'Américains que d'habitude vont aller voter? D'habitude, c'est 50% d'Américains, et vous le savez, 50% qui s'en fichent, qui ne votent pas. Deuxièmement, quel va être le pourcentage de latinos et de afro-américains qui vont se détacher du Parti démocrate à quel ils votaient, surtout pour les latinos, les blacks, à 90%. C'est là-dessus que ça va jouer. Et ça, évidemment, on n'en sait rien. Mais je crois que Trump, franchement, il a vraiment des chances. Tout le monde, tous les sondages donnent Biden gagnant. Vous avez vu la presse, y compris la presse française, j'adore, parce que on ne vote pas, mais c'est Trump à
2 jours du vide, Trump à 3 jours du vide. C'est vraiment, il n'y en a pas un qui dit que peut-être, je parle de journalisme là, peut-être qu'il a des chances de, vous le faites, mais combien le font? Et au-delà de ça, je crois qu'il y a véritablement aujourd'hui une envie d'espoir et une envie de joie. Et je ne sais pas si c'est Biden, franchement, qui aujourd'hui incarne l'espoir. Alors, effectivement, ils vont, entre deux mots, ils vont choisir le moindre. Et entre le mal Trump et le mal Biden, ça va être très intéressant de voir qui les Américains vont choisir. Franz-Olivier Gisbert, André Berkoff a parlé dans son intervention précédente de l'affaire de l'ordinateur d'Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Certains observateurs considèrent que c'est une fake news inventée par les républicains. Quel est votre point de vue sur cette affaire-là, Franz-Olivier Gisbert? Bah non, parce que quand on regarde le dossier de près, évidemment, il y a des gros problèmes, c'est évident. Et ce qui est amusant, c'est vrai, c'est que la presse américaine, d'ailleurs comme la presse française, a tendance à pas du tout traiter ces sujets. Par exemple, toutes les affaires, les scandales autour de Hillary Clinton. Moi, j'ai très peu de choses dans la presse française, un peu dans la presse américaine, mais très peu aussi. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, la présentation, globalement, est biaisée. Et je dirais que Trump fait tout pour ça. Parce que sa marque de fabrique, c'est de se faire élire contre les médias. Hein, c'est monsieur anti-médias. Ça va avec son populisme, d'ailleurs. J'ai les médias contre moi. Et d'ailleurs, il les a contre lui. Alors, effectivement, André, il a raison. L'histoire de l'affaire russe, c'est une histoire quand même hallucinante et ridicule. Quand on compare, d'ailleurs, quand on compare avec la réalité des faits qui sont reprochés au fils Biden, qui n'est pas Biden, bien entendu, c'est pas Joe Biden, c'est Hunter, c'est son fils, mais quand même, il y a eu des liens, il y a eu des connexions entre eux, et il a fait quand même avancer son business. Donc, si vous voulez, c'est sûr que, je veux dire, là-dessus, moi, je suis d'accord avec André, et ce qui me frappe le plus, toujours, et qui m'amuse, c'est la presse française qui se transforme, enfin, quand on regarde, quand on écoute, quand on lit les journaux, ce ne sont que des publi-reportages sur Biden, avec l'horrible Trump. Alors Trump, c'est vrai, moi je suis vraiment pas un fan, parce qu'il y a, je le répète, un côté absolument grotesque, un égocentrisme absolument, on se demande s'il est normal, quoi, franchement, cette façon comme ça. Puis sa façon aussi de traiter les adversaires, de parler, ce personnage absolument éructant, il y a quelque chose de profondément comique. Bon. Et puis comique, et puis aussi déplaisant, parce que tout ce qu'il peut raconter concernant l'écologie, ça me paraît... moi, je suis très choqué par ce qu'il peut dire. Mais la presse internationale, je dirais, c'est ça qu'il faut répéter là-dessus, il y a vraiment un phénomène de la presse qui est, fiévreuse et fébrile, en train de, je veux dire, on peut rien lire de positif sur Trump. Il y a bien quand même 2-3 petits éléments. Moi, je pense notamment en politique étrangère, il y en a. Et en revanche, une espèce de canonisation générale et permanente de Joe Biden, bon, qui quand même, il y a quand même quelques petites affaires. Et des petites affaires, alors je ne sais pas si les démocrates réussiront à les étouffer, mais enfin, quand on regarde les faits, quand on lit les journaux, ce que j'ai pu faire dans les journaux américains, parce que c'est vrai aussi, la caractéristique des journalistes français, souvent, c'est qu'ils ne parlent pas anglais, donc ils ne savent pas trop comment ça se passe, donc ils se contentent de répéter, en gros. Mais je trouve qu'il y a vraiment un phénomène, je ne vois pas pourquoi nous, il faudrait qu'on suive, les sirènes de la presse américaine, qui est dans une espèce de campagne permanente, un peu ridicule, orchestrée d'ailleurs par Trump lui-même. Ça l'arrange, Trump. Tu sais, New York Times, c'est une campagne permanente contre Trump, ses ventes montent, mais je veux dire, d'une certaine manière, ça a beaucoup aidé Trump dans son élection il y a 4 ans. Mais non seulement cela, c'est que moi, quand j'étais allé le voir il y a 4 ans, c'était les primaires encore, hein, c'était un peu plus de 4 ans d'ailleurs, 4 ans et demi. Simplement, quand je lui dis, mais votre mouvement c'est quoi? Et quand il me dit Twitter, Facebook et Instagram, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un mouvement ça? Il me dit oui. Parce que comme la totalité ou la quasi-totalité de la presse, des médias américains sont contre moi, je vais faire ce qu'il a appelé la désintermédiation. Puisqu'ils sont contre moi, je vais parler directement sur Twitter. C'est ça son truc, c'est du producteur au consommateur. Au moins, je vais y aller. Et donc, si vous voulez, et il a continué, alors de façon excessive, quelque part, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a à tweeter du matin au soir et du soir au matin? Simplement, ça lui a donné la possibilité de faire ce qu'il aurait été de toute façon. C'est clair, il a dérangé effectivement de ce point de vue, le système. Et on va voir, et c'est là qui est très intéressant, après 4 ans, après tout ce qui s'est passé, après le Covid, mais je dirais simplement, et je rejoins, je ne sais pas si Franz-Olivier Gisbert sera d'accord avec ma formule, mais je trouve que Trump est le Covid-19 de la presse, des médias.
il y a quand même un côté qu'on relèvera un jour, je ne sais pas si c'est zoologique, psychique ou autre, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que si Trump aujourd'hui dit que la Lune est là le soir, on dira que c'est une fake news et qu'encore Trump raconte n'importe quoi. Alors moi je veux bien qu'il y ait énormément de défauts, enfin il faut quand même un tout petit peu raison garder. Alors, on va finir cet échange en parlant des enjeux pour la France et l'Europe, si vous le voulez bien. On a quand même là aussi deux personnalités qui s'opposent sur le plan politique. On a quelqu'un qui est plutôt interventionniste, qui serait Biden, par rapport à un Trump et son slogan America First. Sur le protectionnisme, on a évidemment plus un Trump protectionniste et un Biden favorable au libre-échange. Sur le plan de l'Union européenne, on a vu un Trump aussi qui était assez défavorable à l'Union européenne. Il a manifesté son enthousiasme à propos du Brexit. Et Biden, lui, à l'inverse, annonce que s'il est élu, il voudra évidemment retisser les liens avec l'Union européenne. Si on peut rapidement, chacun votre tour, si vous pouvez, comment dire, expliciter les rapports entre les États-Unis, la France et l'Europe. Si jamais Trump reste à la Maison-Blanche et si jamais Biden est élu, qu'est-ce que ça pourrait changer pour nous concrètement? François-Olivier Gisbert? D'abord, moi, je voudrais remettre quelque chose, parce que je trouve qu'il y a énormément de bêtises qui sont dites à l'occasion de cette campagne, notamment par la presse française, à propos de l'Amérique, qui n'est jamais considérée comme un continent. Les journalistes français en parlent souvent comme d'un pays. Or, c'est un continent. Ce qui explique d'ailleurs cette campagne électorale, puisque quand je dis c'est un continent, c'est une fédération avec des États. Et ces États, effectivement, ils ont chacun, enfin c'est un système très particulier pour les délégués, où chaque État arrive avec son petit lot de délégués. Hein, si vous gagnez l'État, vous avez tous les délégués. Bon, ce système-là, je dis, ça choque beaucoup les journalistes français, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une fédération composée de petits États. Vous allez dire un jour au Dakota du Sud, au Dakota du Nord, au Minnesota, non, mais les gars, ça ne marche pas comme ça. Ça va être, maintenant, on va changer le système, mais ils s'en vont. Ils iront peut-être se proposer au Canada ou ailleurs, mais ils ne supporteront pas ça. Donc ça, c'est un point extrêmement important. L'Amérique est un continent, et s'il y a des polémiques dans les semaines, enfin, disons dans les semaines qui viennent, ça peut être très violent d'ailleurs si les résultats sont très serrés, ben ce sera dû au fait qu'effectivement, il y a l'Amérique, je le répète, ça n'est pas la France, ça n'est pas un État jacobin, et que par exemple, à propos de la crise du coronavirus, c'est très intéressant de le souligner quand même, je suis désolé, il y a des systèmes de santé très différents d'un État à l'autre. Par exemple, l'Obamacare, vous savez, on l'avait dans le Massachusetts, il existait dans le Massachusetts. Alors il y a des États évidemment qui sont très en arrière par rapport à d'autres qui sont très en avant. Il y a la peine de mort dans certains États, il n'y a pas la peine de port dans d'autres, il y a le port d'armes qui est autorisé dans les... Voilà, et donc pour la gestion du coronavirus, ça n'est pas le président, on fait toujours comme si... Bon. Donc ça, et les Américains, ils sont conscients de ça. La seule chose qu'ils attendent d'un président, c'est l'économie. Ils veulent que l'économie fonctionne, et c'est comme ça qu'ils jugent le président, et c'est pour ça que ça va être compliqué. Alors, deuxième point, la politique étrangère. La politique étrangère de Donald Trump, il y a quand même des choses positives. Et à mon avis, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, Biden va suivre, parce que Biden est quelqu'un d'intelligent, et Biden, il va suivre un certain nombre, par exemple sur la Chine. Moi, je ne pense pas que... on voit très bien aujourd'hui, il y a une peur d'Amérique sur la Chine. Disons, la façon de commercer avec la Chine jusqu'à présent, et c'est vrai pour l'Europe, ça n'a pas été je te donne ci, je te prends ça, etc. Ça n'a pas été un échange. Il n'y a pas eu d'échange, puisqu'on voit très bien les balances commerciales. Si on regarde la balance commerciale française, tout le déficit, eh ben c'est avec la Chine. Vous voyez, quand vous faites le compte, ben tout ce qu'on perd chaque année en commerce extérieur, eh ben c'est notre déficit avec la Chine. Donc, c'est pas normal. Il n'y a pas d'échange. Il faut revoir tout ça, surtout que maintenant, la Chine est devenue une grande puissance. Il faut discuter d'égal à égal. C'est ce que Biden va faire, parce qu'à mon avis, sur ce plan-là, je pense qu'il suivra Trump. Alors l'idée après, que Trump est anti-européen et Biden sera pro-européen, c'est grotesque. C'est grotesque parce que je pense que depuis longtemps, on l'a senti déjà, on l'a senti avec l'arrivée de Reagan, après ça s'est corrigé avec Clinton, mais maintenant on le sent et on le sentira, que ce soit les démocrates ou les républicains, ce sera pareil. Ce sera pareil, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus vraiment un enjeu. Et d'ailleurs, la preuve en est que le Proche-Orient, c'est terminé. Obama, Trump, il faut oser dire les choses, ça a été exactement la même politique sur le Proche-Orient. Je parle l'affaire de la Syrie, ils ont réglé les choses de la même façon. Ils ont laissé faire Erdogan. La différence, effectivement, avec Trump, c'est que Trump, lui, est allé loin sur Israël. On nous avait d'ailleurs prédit une guerre mondiale.
quand il avait, oui, puisque j'ai lu ça sous la plume, sur plusieurs plumes très autorisées, quand l'Amérique a reconnu Jérusalem comme capitale. Hein, on a dit que ça allait être la guerre. Bon, ben vous avez vu le résultat, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que Trump a quand même fait 2-3 choses. Mais la politique étrangère de Trump, c'est effectivement, vous avez raison, vous avez pris cette expression, l'Amérique d'abord, hein, c'est que l'Amérique, mais franchement, si vous regardez bien la politique d'Obama, qui sera, à mon avis, la politique de Biden, c'est à peu près la même. On s'en fout des autres, on s'en fout de l'Europe. Et puis, c'est vrai qu'il y a une tradition, oui, parce que ça, c'est un dernier point, je termine là-dessus. C'est aussi, on fait toujours comme si les républicains, c'était la droite et les démocrates, la gauche. C'est un peu vrai. Mais il ne faut jamais oublier que le premier sénateur noir était républicain, c'était un dénommé Edward Brooke du Massachusetts. Il ne faut pas oublier non plus que Abraham Lincoln, qui a gagné la guerre de sécession contre les États esclavagistes, était un républicain. Bon. Donc il y a beaucoup de... Et c'est vrai que historiquement, les guerres, ce sont plutôt les démocrates qui les ont lancées et provoquées, et les républicains ont un petit fond comme ça isolationniste. Bon. Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y aura des guerres sous Biden. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique, elle se tourne vers elle-même, elle a peur, elle est inquiète, elle a peur pour l'avenir, elle voit la Chine, elle voit l'Inde, elle voit l'Indonésie, enfin ces pays comme ça qui se développent très très vite et qui, si on regarde les courbes, alors évidemment, il faut se méfier parce que tout ça peut changer, mais enfin, on nous annonce quand même, comment dire, un monde d'ici 10 ou 20 ans qui sera dominé par la Chine, l'Amérique en deux, ex aequo avec l'Inde, et très près derrière l'Indonésie. C'est peut-être un peu ce qui nous attend. Alors on verra, mais ça, ce sont les... Comment dire, jusqu'à présent, c'est ce qu'on nous prédit. André Berkoff, pas tant de différence que ça, dit François-Olivier Gisbert, sur le plan de la politique extérieure entre Trump et Biden? Bon, d'abord, je voudrais quand même faire un sort avec ce côté d'opposer America First et isolationnisme. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que Trump dit America First qu'il est isolationniste. C'est grotesque. Tous ceux qui disent ça, ah là là, il va se replier, il va se recroqueviller. Pourquoi c'est imbécile? Parce que, pas pour des raisons morales ou autres, pour des raisons de réelle politique et de réelle économie. L'Amérique a la puissance qu'elle a, le dollar a le rôle qu'il a, etc. Donc il est obligé de s'occuper. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Trump, il a fait ce qu'il était quand il était à la puissance 100 000, ce qu'il faisait avec ses immeubles quand il faisait the art of the deal, l'art de la négociation. Ne jamais oublier que Trump est tout ce qu'on veut sauf un idéologue, c'est un négociateur, c'est un dealer, non pas un dealer de drogue, mais un dealer au sens du deal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je négocie. Rappelez-vous l'histoire de la Corée du Nord. On disait ces deux fous, il y avait Kim Jong-un et Trump. On était au bord de la guerre nucléaire. C'était ça, la Corée du Nord, c'était fini, etc. On a vu ce qui s'est passé après. Vous entendez parler de la Corée du Nord. Deuxièmement, qu'est-ce qui a changé tout? Ce qui a changé tout, c'est qu'ils savaient que lui, il pratique le fracking, le gaz de schiste, le pétrole, et du coup, non seulement l'Amérique est indépendante du pétrole arabe aujourd'hui, mais elle est exportatrice. Mais ça change tout. 70 ans de politique américaine et d'Aramco se sont écroulés avec un bruit mou. C'est ça qui a changé. C'est fini. Et pourquoi l'Arabie Saoudite et les Émirats, aujourd'hui, regardez ce qui se passe, s'opposent à la Turquie? C'est-à-dire qu'il a introduit, au-delà même d'Israël et compagnie, une espèce de faille. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est un pragmatique. Il dit, attendez, c'est quoi les rapports de force? L'Iran, même chose. Obama, oui, il faut parler, il faut, etc., etc. C'est comme nos bons petits bobos gauchos d'ici, là. Ah oui, attendez, il faut prendre, oui, il faut tenir compte de ceci, il faut tenir compte de cela, il faut tenir compte de la rue machin, là. Mais bullshit! C'est du rapport de force, excusez-moi, c'est pas nouveau, hein. J'invente rien. Depuis un certain Machiavel et bien avant, on sait que c'est du rapport de force. Voilà, il pratique la politique du rapport de force. Vous négociez si vous êtes en position de force, sinon vous négociez pas. Et vous bluffez, et vous pratiquez le poker menteur, et tout ce que vous voulez. C'est ça, Trump. Donc, isolationnisme, ça ne veut strictement rien dire pour l'Amérique. America First, oui, bien sûr. Il rapatrie les hedge funds, il essaye d'avoir le plus de jobs possible, mais c'est ça son truc. Alors, est-ce que Biden va suivre ça? Moi, je vais vous dire, le problème, c'est de savoir si c'est vraiment, je pose la question, est-ce que c'est Biden qui va diriger ou si c'est Kamala Harris et ses petits copains gauchos qui vont diriger? Le problème est posé. Ou alors d'autres personnes, le deep state, je ne sais pas quoi. C'est ça le problème.
Parce que Biden, je crois qu'il est vraiment très fatigué, honnêtement, dans ce qu'on a vu. Je crois pas que c'est lui. Je crois que lui, il va être un peu. Alors que Trump, c'est pas le cas. On aime ou on n'aime pas Trump, mais lui, il va diriger, en tout cas pour les 3-4 ans à venir. Biden, je ne suis pas sûr. Donc, isolationnisme américain, sûrement pas. Mais comment on deal avec l'Iran, comment on deal avec ce qui se passe aujourd'hui, et on voit très bien, les plaques tectoniques bougent partout. Donc la Chine, effectivement, mais qui s'est opposé à la Chine? Qui a dit, allez, ça suffit, l'entrée en douce, comme ça, tranquillement, allez-y, vous nous y rendez de vos produits et tout va bien? Qui? Voilà. C'est là où ça va se jouer. À un moment donné, vous savez ce qui joue, on le sait, c'est rien de nouveau, la volonté et le courage. Est-ce qu'ils l'ont, les deux l'ont de la même façon et au même degré? C'est là-dessus que ça va jouer. Très bien, la volonté et le courage, eh bien, c'est les mots que nous retiendrons. On verra ce que diront les résultats des élections dans les prochaines heures. Merci messieurs pour ces éclairages. On attend donc les résultats rapidement. Vous pourrez retrouver nos décryptages sur frontpopulaire.fr dans les prochains jours. Bonne journée à vous et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.